Alors aujourd'hui, je vais vous parler du classement des hôpitaux. Alors il fallait l'introduire et j'ai introduit dans le cadre de l'évaluation de la qualité des soins. D'accord ? Mais on va plutôt axer la présentation sur les classements proprement dit. Alors, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on voit défiler plein d'informations sur Internet et souvent, on a envie d'identifier les établissements de santé, par exemple, qui sont les plus performants. Lorsqu'on a un pépin, on veut subir une intervention chirurgicale, on veut déterminer, on cherche une maternité où faire naître son premier enfant, par exemple, donc quelque chose d'important. Et pour toutes ces notions-là, il y a la notion de performance apparaît. Donc, on a envie de comparer entre les hôpitaux, lequel nous permet d'avoir l'information la plus adaptée à ce qu'on a envie. Alors, c'est pour cela que, en France, principalement, je vais parler surtout du contexte français, il existe donc des classements des hôpitaux et cliniques. Alors, pourquoi avoir étudié un tout petit peu des classements des hôpitaux et cliniques en France? Mais tout simplement parce que durant ma thèse, entre 2007 et 2010, j'avais lu le papier de mon collègue Denis Biusso qui critiquait déjà à l'époque le classement de Shanghai. Et donc, ça m'avait intéressé. Et quand je suis arrivé à Dauphine, je me suis dit, est-ce qu'on ne peut pas reprendre le même papier et essayer de changer Shanghai par hôpitaux? Et oui, on peut le faire, tout simplement. Enfin, c'était une curiosité. Et à la fin, finalement, on peut faire aussi pareil. Et même substituer d'autres classements aussi. J'y reviendrai. Alors, on ne va pas être très long. Donc, l'idée, c'est de rester en France et de dire globalement ce qui se passe en France en termes de classement, notamment dans les médias. Et ensuite, une fois qu'on va analyser un tout petit peu le cas des classements en France, on va se poser la question, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Est-ce qu'il faut juste ne rien faire? Et on va terminer par une petite conclusion. Alors, ça, c'est... Qu'est-ce qui classe? Donc, alors, ils ne veulent pas d'image qui est là. Bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'est le dernier palmarès de classement des hôpitaux de 2018. Alors, chaque année, j'essaye d'acheter... c'est tout le mois d'août. Fin du mois d'août, ça sort toujours. Pour Le Point. Et c'est leur best-seller. C'est leur meilleure vente. À ce moment-là, tous les mois d'août. Alors, j'avais étudié 4 magazines, le Nouvel Observateur, le Figaro, l'Express. Alors, le Nouvel Observateur, tous les 3 ne publient plus. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne sort plus depuis un certain temps. OK. Alors, je vais expliquer un peu en détail ces magazines-là. Donc, le Nouvel Observateur, quand j'ai commencé à regarder ce qui se passait en 2013, en 2013, j'ai commencé à regarder un tout petit peu. Et donc, les classements de l'Obs étaient faits par un monsieur qui s'appelle Mohamed Kafli et Philippe Presle. Alors, lui, j'ai mis médical, mais c'est une erreur, c'est un médecin, Philippe Presle. Alors, lui, il écrivait statisticien médical, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, je les ai contactés pour en parler le 3 avril 2013. Ils ne m'ont jamais répondu. Et bizarrement, la publication, les derniers classements, c'était en 2013 aussi. Alors, pour l'Express, à l'époque, j'avais contacté Pierre Falga, qui est un journaliste. Mais ce qui était curieux, c'est que quand je l'ai contacté, il ne m'a pas répondu. Mais les 2 personnes qui sont là, eux, ils ont publié un autre classement maintenant dans l'Express, mais en 2015.
Et après 2015, c'était terminé, il n'y a plus de classement pour l'Express. Alors, pour le Figaro, j'avais aussi contacté au même moment, en 2013. Alors, sauf que j'avais contacté la journaliste. La journaliste m'avait dit OK pour me rencontrer. Mais sauf que derrière, ce n'est pas la journaliste qui faisait le classement. C'était une société, le Guide Santé. Et donc, les échanges ont transité par cette société-là, qui n'a pas beaucoup aimé. Bon, après, etc. Donc, ça s'est un peu mal passé, les échanges par mail. Alors, les seuls qui ont voulu me rencontrer, c'est les journalistes du Point. Quand je les ai contactés le 21 mars, ils m'ont répondu le lendemain. On a convenu d'un rendez-vous et on a discuté pendant 2 heures pour voir comment ils font. Alors, eux, depuis 2000, ils le font tous les ans. Et depuis 2000, et c'est leur best-seller. Mais, néanmoins, la présentation, c'est un peu les critiquer un tout petit peu. D'accord ? Alors, les classements, il faut savoir que chaque établissement de santé en France se renseigne des bases de données de type, il y en a beaucoup, hein, mais la plupart se calquent sur la base de données PMSI, ou le programme de médicalisation des systèmes d'information. Et les magazines comme Le Point, ils peuvent rajouter d'autres indicateurs, on va voir tout à l'heure. Alors, il y a à peu près 1600 hôpitaux qui essaient d'être classés. Mais on ne va pas tout classer. Même quand vous voyez le palmarès vous donne les 100 premiers, etc. Mais c'est difficile. Et donc, évidemment, on essaie plutôt de classer par spécialité. Alors, certains vont distinguer public, privé, et d'autres pas du tout. Mais Le Point, par exemple, distingue bien le public du privé. Alors, ça, c'est ce qui est marrant. C'est une fois que le classement est sorti, si vous promenez sur les pages web de certains hôpitaux, alors tout le monde est content souvent. Hein. Donc nous sommes les premiers. Vous voyez, le Figaro nous a placés, BFM, je ne sais pas quoi. Là, nous sommes 13e sur 71, etc. Alors ça, c'était les anciens. Alors j'ai regardé avant la présentation, s'il y avait des nouveaux, ben, ça continue. On est toujours content, voilà. 29 août, etc. Donc, tout le monde est toujours content avec les classements. Enfin, pas tout le monde. Il y en a qui ne sont pas contents, donc du coup, ils ne le disent même pas. Alors, pour essayer de vous montrer comment ça marche, j'ai choisi une spécialité pour essayer de montrer sur un exemple les classements. Mais ce que je vais montrer pour la chirurgie de l'obésité, les conclusions que je vais en tirer, vous pouvez en tirer pour tout. Donc, ça marche tout pareil. D'accord ? Alors, chirurgie de l'obésité, c'est 2 types d'interventions. Soit on va réduire la taille de l'estomac avec l'anneau gastrique, soit on va essayer de créer un système de dérivation en faisant ce qu'on appelle un bypass. D'accord ? Alors, pour trouver les hôpitaux qui font mieux ce travail-là, les journalistes du Point, l'équipe de Le Point, ils ont mis en place, ils ont choisi 5 indicateurs. Alors, comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne vais pas m'attarder sur la critique des indicateurs. Donc, on va faire l'hypothèse qu'ils ont bien choisi les indicateurs et que c'est correct, etc. D'accord ? On va faire cette hypothèse. Alors, premier indicateur que j'appelle critère ici. Donc, ils vont compter le nombre d'actes réalisés dans l'année. D'accord ? Donc, le nombre d'actes qu'ils ont fait dans l'hôpital dans l'année. Alors, ils vont faire l'hypothèse que plus l'activité est importante, plus les équipes sont mieux entraînées. Donc, c'est un critère qu'on va essayer de maximiser. Ensuite, vous avez la notoriété. Elle est un peu curieuse. Hein. Bon, admettons que c'est ça. Et la notoriété, ici, pour eux, c'est le pourcentage de malades qui viennent se soigner à l'hôpital, mais qui sont domiciliés dans un autre département. D'accord ? Donc, il y a cette notion de distance-là. Donc, pour eux, plus vous venez de loin pour être soigné dans l'hôpital, plus l'hôpital, en gros, est célèbre. Quelque chose comme ça. Donc, c'est un critère à maximiser aussi. Ensuite, vous avez la durée moyenne de séjour. Alors, l'idée, quand vous entrez dans un hôpital, il ne faut pas passer votre vie. Hein. Il faut tout faire pour en sortir. Et donc,
La DMS, c'est un critère utilisé dans tous les pays. Hein. Tout le monde qu'on calcule la DMS. Donc, c'est le rapport entre le nombre de journées réalisées et le nombre d'entrées totales. Donc, si la DMS augmente, ça signifie que on fait l'hypothèse que si vous avez une DMS grande, ben vos équipes ne travaillent pas bien. Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que les gens ne restent pas très longtemps. Donc, il faut minimiser ce critère. Alors, la technicité, c'est... ils essayent de mesurer le ratio des actes réalisés avec une technique performante. Ça s'appelle les techniques de pointe, hein, etc. Donc, ça, c'est aussi à maximiser comme critère. Et enfin, le dernier critère, c'est l'indice de gravité des cas traités. Donc, c'est la capacité d'un établissement à prendre en charge des pathologies assez lourdes. D'accord. Donc, les cas les plus difficiles et les malades les plus lourdement atteints. Donc, cette capacité-là, il a minimisé. Alors, j'ai cherché dans la méthodologie si c'est un pourcentage ou je ne sais pas quoi. Je n'ai aucune information. Donc, je ne sais pas ce que c'est exactement. Mais bon, c'est à maximiser. Et donc, on arrive à ce tableau, par exemple. Vous avez les 5 critères et vous avez 2 hôpitaux, Antoine Béclair et Ambroise Paré. Et moi, je vous pose la question, d'après vous, c'est quel hôpital le plus performant entre les deux? Donc, vous avez juste 2. Dans le premier, il a reçu 482 patients. Il a 60% d'autorité, 5,2 dans sa durée de séjour. Vous passez en moyenne 5,2 jours. Alors, 100%, c'est la technicité. Hein, donc, vous avez l'équipe technique qui est assez performante, le plateau technique qui est assez performant. L'indice de gravité, dont la capacité à prendre les pathologies assez lourdes, c'est 34,1. Alors, vous avez pareil pour Ambroise Paré. Alors, on peut voir que sur le premier, par exemple, il est performant critère par critère en bleu. Donc, il domine le deuxième. Et le deuxième, si je regarde critère par critère, il a 2 critères plus performants que le premier. D'accord. Donc, on peut se demander est-ce que c'est le premier qui est au moins aussi bon que le deuxième ou l'inverse. D'accord. Alors, j'imagine que chacun de vous a une petite idée. Mais bon, vous direz A. D'accord. Tout le monde va pour A. D'accord. Chacun fixe une pondération sur les 5 critères. D'accord. Oui, peut-être. Oui, c'est ça. Enfin, c'est ce que je vais essayer de démontrer. Que la réponse n'est pas si évidente que ça. OK. Alors, ce sont des données réelles. Hein. Donc, ce sont des données réelles. Alors, vous ne voyez rien du tout parce que comme je n'ai pas accès au magazine, donc j'ai pris avec ma photo, j'ai pris le magazine, j'ai pris une photo. Et donc, ce sont des données réelles. Vous avez le premier, Antoine Béclair, et le dernier qui est Ambroise Paré. Donc, c'était le top 25 des deux. Donc, sur les 25 qu'ils avaient classés en 2018, donc Antoine Béclair était en premier et Ambroise Paré en dernier. D'accord? Donc, Olivier, tu avais raison de faire comme le point. Non, je suis d'accord avec moi. Donc, voilà, si j'écris si je représente les 25 hôpitaux qu'ils avaient classés, et donc on voit bien que Antoine Béclair, ils avaient donné 18,41 et le dernier à 15,4. D'accord? Donc il y a un écart quand même de 3 points entre les deux. OK? Après, il y a dans les autres évaluations, etc. Bien. Donc ça, c'est ce qu'ils disent. Alors, maintenant, juste pour revenir, une fois que on voit un classement comme ça, ma curiosité, c'est de savoir comment on fait pour avoir ce qui est en rouge. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui. Donc, pourquoi le 18-41, pourquoi le 18-24? Et c'est quoi la différence entre le 18? Quelle est vraiment la différence entre 18-41 et 18-24, entre les deux premiers? Est-ce que c'est vraiment significatif?
Alors, moi, j'avais posé la question aux deux journalistes à l'époque, quand on s'est rencontrés. Alors, ils m'ont expliqué que, effectivement, il n'y a pas une très grande différence entre les hôpitaux, mais sauf qu'eux, ils doivent vendre. Et donc, s'ils mettent, par exemple, bon, et je ne sais pas, ça ne va pas plaire à le lecteur, en gros. Donc, pour eux, il fallait absolument qu'il y ait un nombre. Absolument. J'ai dit, ben, on peut faire autrement. Ils ne voulaient rien entendre. Ils voulaient absolument un nombre, absolument. Okay, donc, ça, c'est ce qui... Ce qui est étonnant, c'est que c'est la première colonne, le classement est fait sur la première colonne. L'activité. Du plus haut, en activité, au plus bas. On aurait pu prendre la troisième sur la note. Non, pas toujours. Hein. Pas toujours. Hein. Ouais, non, je me trompe. Pas toujours. Ah ouais, pardon. Pas toujours. C'est plus subtil que ça. Non, ça c'est pas toujours. Donc, voilà ce qu'ils expliquent dans leur méthodologie. Alors, pour voir à peu près comment ils font pour avoir le chiffre, il faut aller creuser dans la méthodologie. Alors, la méthodologie, il faut savoir dans le point que c'est une demi-page. Hein, vraiment une demi-page. Alors, si vous allez sur leur site Internet, vous n'êtes pas plus avancé. Hein, on vous ajoute encore quelques lignes. J'ai pris la ligne qui m'intéressait, c'est chaque critère fait l'objet d'une pondération particulière et une note sur 20 a été attribuée à tous les hôpitaux pratiquant l'activité classée. Point. Alors, les établissements les plus performants, 50, 40, 35, etc., ont finalement été publiés. Donc, c'est tout ce qu'ils racontent. Okay. Et donc, moi, je me suis dit, ben, ça veut dire que leur classement proviennent d'une somme pondérée. Ils ont dû mettre les critères, etc. Mais lesquels, quel poids, etc. Aucune information, on n'en sait rien du tout. Alors, il m'avait dit que c'était des secrets. Alors, il m'avait dit que c'est leur secret de fabrication aussi, hein, et qu'ils ne veulent pas divulguer pourquoi. Donc, ils ne sont pas transparents. Alors, la chance, c'est qu'au LAMSAD, à Dauphine, ben, on peut essayer de retrouver, hein, d'essayer de voir est-ce qu'on peut retrouver ce nombre-là. Et dans ce cas, ce qu'il faut faire en général, c'est facile à faire. Hein. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de trouver une normalisation pour chacun et après de faire une certaine somme, une somme qui va vous donner ce nombre-là. D'accord ? Et donc, les normalisations, il y en a une infinité. Hein. Donc là, j'en ai fait juste une. Vous voyez ? Donc, pour normaliser, par exemple, l'activité, donc j'ai essayé de respecter la monotonie. Donc, plus, on a dit c'est un critère à maximiser. Donc, plus j'augmente, mieux je suis noté. J'ai fait avec la DMS, la durée minimale de séjour, qui est un critère à minimiser. Donc, plus j'ai une DMS élevée, moins je suis performant. D'accord ? Donc, ceux qui ont une DMS élevée, vous voyez, élevée, pardon, ils ont une performance nulle, par exemple, ici. Okay. Après, vous entrez dans un programme linéaire, tout simple, dans un petit programme, et vous obtenez quelque chose comme ça. D'accord ? Vous faites une petite normalisation et vous retrouvez bien ces scores-là qui proviennent d'une somme ici. D'accord ? Donc, si vous faites la somme, une somme toute bête, hein, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, vous tombez sur 18,41. Alors, ma normalisation, elle est choisie comme ça, mais on voit très vite que tous ces chiffres-là, en fait, tout le monde a au moins 14 sur l'activité. Donc, c'est l'activité qui est importante. Mais c'est une façon de normaliser. Il y en a plein d'autres. D'accord ? Donc là, j'ai juste montré qu'on pouvait retrouver le score d'une certaine manière, si on le souhaite. Alors, une fois qu'on a dit ça, si on rencontre nos amis du point, ils seront contents. Eh bien non, on va pas faire en sorte qu'ils soient contents. On va faire plutôt l'inverse. D'accord ? Donc, on va renormaliser. Et maintenant, on va dire que ceux qui avaient dit qu'Antoine Béclair est meilleur, ben, on va leur donner aussi raison. Pourquoi pas ? Donc, on garde les mêmes données de le point, on ne les change pas. Tout ce qu'on change, c'est normaliser. Et on obtient notre classement. Et cette fois-ci, Antoine Béclair, il a même 20. Hein, et non, en boîte pareil, il a même 20 sur 20. Et Antoine Béclair, il a 14. D'accord ? Les données n'ont pas changé. Hein, c'est juste la normalisation qui a changé. Tout simplement. D'accord ?
Donc, à partir d'un même jeu de données, ben, je peux faire ce que je veux, en fait. Tout simplement. OK? Donc, si on ne me dit pas comment ils ont fait, ben, moi, je peux me débrouiller à faire ce que je veux. Alors, et ça, ce qui est assez marrant, c'est que les gens qui faisaient les classements de l'observateur, ils l'avaient vu. Dans leur méthodologie, à la fin, ils prenaient des précautions de dire, ben voilà, du fait de ces biais, et malgré les conseils des meilleurs experts à qui nous faisons appel, on se doit de prévenir le lecteur que le classement n'est qu'indicatif. Une 10e place vaut largement une première, et une 30e, une 11e, etc., etc. D'accord? Donc, nos amis de l'Obs, ils le disaient dans leur méthodologie, en fait, on publie, mais ça ne veut rien dire. Alors, pour avancer encore un peu, je restreins à 3 critères. C'est juste pour faire encore ressortir, pour dire encore qu'on peut encore capter des choses, peut-être que les gens qui font des classements ne voient pas vite. Alors, j'ai ici 4 hôpitaux. Sur le premier critère qui est l'activité, dont les 2 premiers font 482, les 2 derniers font 150. D'accord? Ensuite, sur le deuxième critère qui est la notoriété, ben, les 2 premiers, 60-80, c'est pareil que les 2 derniers, 60-80. Pareil aussi, 2,5 pour la durée minimale de séjour, 2,5 et 2. Comme ça, d'accord? Donc, mon but maintenant, c'est de comparer les 2 premiers et les 2 derniers entre eux. Alors, est-ce que je peux dire que le deuxième, il est meilleur que le premier et que le premier, il est meilleur que le deuxième? Est-ce que je peux le dire? Alors, si vous raisonnez avec un modèle qui fait la somme, toute simple, vous ne pourrez jamais le dire. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez violer ce qu'on appelle une indépendance au sens des préférences. OK? Donc ici, typiquement, si je réussis à dire que B est meilleur que A, alors que les deux ont les mêmes évaluations sur le premier critère, alors il ne faut pas que je change cette façon de comparer. Je ne dois pas la changer. Il faut la conserver. Donc dans ce cas, D doit être meilleur que C. Mais si j'enlève cette hypothèse-là, alors j'ai le droit de le dire. Et on montre qu'on peut aussi trouver une formule qui vous permet de bien dire que B est meilleur que A et C est meilleur que D. Donc on peut y arriver. Ça s'appelle violer l'indépendance et introduire ce qu'on appelle ici l'interaction entre les critères. Mais ça, je ne veux pas approfondir là-dessus. Alors, une autre façon de faire, je reviens sur notre problème tout à l'heure. Antoine Béclay et Ambroise, pareil. C'était qui le plus performant? On a trouvé que, on peut dire que les deux, c'est pareil. Et donc, au lieu de normaliser, vu qu'on avait normalisé, on avait montré qu'on peut faire ce qu'on veut, au lieu de normaliser, maintenant, on dit on ne normalise pas du tout. D'accord? Donc, on évite de normaliser, on introduit plutôt quelque chose d'ordinal. Donc, on ne va pas donner une formule, on va simplement classer. Est-ce que c'est bon ou pas bon? D'accord? Alors là aussi, il y a des biais qui vont être introduits. Je suis obligé d'introduire ce qu'on appelle un hôpital fictif. D'accord? Parce qu'il ne faut pas comparer les deux entre eux. Je vais les comparer à un hôpital fictif. Mais sauf qu'il faut se donner l'hôpital fictif en question. Il faut le construire. Et ensuite, il faut trouver un seuil de majorité pour comparer. Alors, ici, si je prends le premier, je vois que comparé à l'hôpital fictif, il est meilleur sur les critères 1, 4 et 5. Et donc, ça lui fait 4 points, 2 points et 2 points, ça fait 6. 6 divisé par 11, je dépasse. Ça fait 8, pardon. Ouais. Ça fait 8 points sur 11, donc je dépasse largement les 50%. Donc je peux dire qu'il est très bon, celui-là. Et donc si je fais maintenant Ambroise Paré, je vois qu'il ne gagne que sur 4, ici, 4 par rapport à 11, donc il fait moins de 50%, donc il va rester dans le niveau bon. Donc les deux, là, je peux les départager. Bien sûr, je peux m'amuser à trouver un point fictif
et une pondération pour faire l'inverse. Donc, ce n'est pas parce que je l'ai fait celui-là qu'il va demeurer. Alors ça, on avait fait ça avec mon étudiant à l'époque. On l'avait exécuté sur des jeux de données du point toujours. Et on avait montré qu'on pouvait quasiment retrouver leur classement en coupant au niveau de Georges Pompidou. C'est comme si on coupait là en deux et on disait là c'était les très bons et là c'était les bons. Donc c'est ce qu'on avait essayé de montrer. Ensuite, je n'ai pas montré ici, on avait aussi lancé sur des jeux de données d'autres hôpitaux pour montrer que on arrivait quasiment à chaque fois à diviser les classements en deux classes, tout simplement. Donc, on pouvait les expliquer avec deux classes, c'était suffisant. Alors, une fois que vous n'aimez pas le point, la tentation, c'est d'aller vers TripAdvisor. D'accord? Alors, TripAdvisor des hôpitaux, ça existe aussi. D'accord? Ça existe aussi. Alors, ils ont toujours des mots jolis, hospitalité. Et donc, vous trouvez aussi des gens, où ils donnent des avis, coachent, etc. Et après, on vous note comme vous voulez. OK? Et donc, ça, par exemple, ça, c'est un hôpital où on voit qu'on avait 21 avis et la note globale, c'est 2,67. Je dis simplement la chose suivante. Si vous êtes fan de TripAdvisor, etc., on peut juste se poser la question de l'échelle utilisée. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui est classique, souvent. J'ai mis la signification du site hospitalier que j'ai montré. Donc, par exemple, plus pour eux veut dire horrible. D'accord? Et 5 plus veut dire excellent. Dans TripAdvisor, ce sont des étoiles on vous demande de noter avec les étoiles. Alors, la question... et après, on convertit les étoiles en mettant 1, 2, 3, 4, 5. Et ma question, c'est, est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Est-ce que si je fais plutôt 3, 5, 7, 6, alors ça, c'est une erreur. 3, 5, et... Non, c'est 3, 4, c'est une erreur. C'est 3, 4 et 5, 6, 7. Ici. D'accord. J'ajoute 2. Et là, je multiplie, je ne sais pas si j'ai multiplié ou pas. Bon, bref, je construis des échelles. Là, je pense que j'ai multiplié par... J'ai ajouté 4 ou bien multiplié par 4, je ne sais plus. Donc, j'essaie juste de retrouver une autre façon de coder l'échelle. Et on peut se demander, est-ce que c'est équivalent, tout ça? D'accord. Pourquoi forcément 1, 2, 3, 4, 5? Et une autre façon, c'est d'interpréter, par exemple, là, l'hôpital qui est là, il a 2+. Là, il a 4+. Est-ce que ça veut dire que lui, il est 2 fois plus performant que le premier? Alors, si vous le dites, alors, par exemple, là, on n'a pas 2 fois. Là, on a 2 fois, là, on a 2 fois, mais là et là, on n'a pas 2 fois. Donc, on ne peut pas interpréter comme ça. Il faut juste faire attention. Alors, qu'est-ce qu'on doit donc faire? On ne va pas juste se critiquer. Alors, ce qu'il faut faire, c'est surtout ne pas faire des classements. D'accord? Donc, moi, en sortant d'ici, ne vous attendez pas à ce que je vous produise un classement. D'accord? On ne va pas tomber là-dedans. Mais par contre, on va dire la chose suivante. Si vous voulez produire un classement, ne le faites pas seul dans votre coin. D'accord? Regardez à peu près comment font des gens d'un certain domaine qui s'appelle l'administration de la décision, où on essaie de représenter les préférences des utilisateurs. D'accord? Donc, on ne le fait pas dans un coin, on le fait avec un analyste, et vous êtes un décideur, et il y a toute une règle à suivre. Donc, vous devez d'abord structurer votre problème, donc identifier clairement le problème à résoudre, clarifier ce que vous voulez faire, définir les objets que vous voulez évaluer et les critères pour que de façon cohérente. Ensuite, il faut construire le modèle avec le décideur. Donc, chacun va participer à la construction du modèle, pas tout seul, surtout pas tout seul. Ensuite, évaluer et analyser la robustesse pour que votre modèle, pour que vos résultats, vos justifications aient un sens. Et après, vous pouvez donner la décision. Alors, dans tout ce processus-là, il y a l'introduction des préférences. Alors, les préférences, c'est un peu le côté subjectif.
Donc, il ne faut pas le nier. Donc, même si vous êtes dès que vous faites un classement, à un moment donné, vous êtes obligé d'introduire un peu de subjectivité. Sinon, vous n'allez arriver à rien du tout. D'accord ? Et il ne faut pas le cacher. Alors, si vous n'êtes pas très multicritère ou bien très recherche opérationnelle, etc., il y a le site du gouvernement. Ce n'est pas pour vanter le gouvernement. Surtout pas. Voilà. C'est juste pour dire. Donc c'est pas la politique. Non, c'est juste pour dire. Eux aussi, ils ont fabriqué un site, mais si vous regardez bien, ils l'ont fait en 2013. Vous voyez, vous vous souvenez, au moment où je vous ai dit tout à l'heure que le Nouvel Obs, l'Express, à un moment donné, certains avaient arrêté de publier. Mais c'est seulement parce que la Haute Autorité de Santé a décidé de mettre en place un outil pour aider les personnes à mieux voir en termes d'évaluation des hôpitaux. Alors, pourquoi je présente le site? C'est parce que eux, justement, ils ne vont pas faire un classement du tout des hôpitaux. D'accord? Donc, quand vous voulez... Ils présentent sous forme de classement, mais ce n'est pas un classement du tout. Donc, quand vous cherchez un hôpital ou un établissement, ils vont, quand vous avez, par exemple, ici j'ai mis cardiovasculaire en Île-de-France, secteur de la médecine, donc ils vont vous sortir la liste des établissements qui font de la chirurgie cardiovasculaire, tout simplement. Et à partir de cette liste-là, alors ils vont vous demander de sélectionner pour comparer. Mais sauf que quand vous allez sélectionner pour comparer, ce n'est pas une comparaison que vous allez avoir. Vous allez plutôt avoir quelque chose comme ça. Donc, vous allez avoir simplement, pour chaque hôpital, une liste d'indicateurs avec des jeux de données. Eux-mêmes ne vont pas vous dire que tel est meilleur que tel autre, etc. C'est à vous de vous faire votre propre idée. D'accord ? Donc, c'est pour ça que je le présente, parce qu'ils ne comparent pas, ils ne classent pas. On vous donne simplement l'information et vous faites votre propre idée. Tout court. Alors, prudence. Si vous voyez un classement, il faut fuir. Le classement parfait n'existe pas du tout. D'accord ? Et ce qui est même souvent génial, c'est que dans d'autres pays, je n'ai pas beaucoup trouvé, mais aux États-Unis, les classements des hôpitaux, il y en a. Hein. Il y en a même beaucoup. Enfin, il y en a beaucoup. Il y a surtout un magazine qui les publie comme Le Point. Et les journalistes Le Point, justement, se sont inspirés de ce magazine-là. Mais sauf que eux, ils ne travaillent pas tout seuls dans leur coin. Ils travaillent avec un institut de statistique qui s'appelle Research Triangle Institute, qui, après publication, fait un document de 129 pages de méthodologie pour expliquer comment ça se fait, pour que quand vous lisez, vous voyez exactement pourquoi ils ont fait telle formule. Et c'est 129 pages, il faut les lire. D'accord. Donc, il faut adopter la transparence. Même comme on sait que c'est subjectif et biaisé, il faut donner le maximum d'informations à ceux qui veulent y jeter un coup d'œil, quitte à ce que la personne ne les utilise pas. Et qu'on a vu qu'il y a des problèmes de normalisation des critères, la pertinence des indicateurs, ça, je n'ai pas abordé, on peut se poser sur les indicateurs. Et surtout, il ne faut pas que les hommes politiques, les gouvernants utilisent les classements des hôpitaux pour les politiques publiques. Il ne faut surtout pas faire ça. D'accord ? C'est dangereux du tout d'utiliser ça. Alors, on peut se rassurer quand même qu'on a des médecins traitants. Donc, mon conseil, c'est de privilégier le bouche à oreille. D'accord ? Quand vous voulez choisir un hôpital, discutant entre vous. Je pense que c'est un meilleur classement que de regarder un magazine ou quoi que ce soit. Il faut en parler aux médecins traitants. Ou alors, regardez les sites gouvernementaux. J'ai parlé de Scope Santé, mais sur le site de la Sécu aussi, vous trouvez aussi des indications sur des hôpitaux qui ne sont pas comparés entre eux, mais juste des informations. Et faites-vous votre propre idée. Adoptez une méthode, une démarche multicritère d'analyse. Et surtout, ayez un esprit critique. Toujours. Donc, surtout quand vous voyez une formule avec une somme, une moyenne, dites-vous toujours que derrière, il y a quelque chose qui est bizarre. Toujours. Alors, juste pour terminer, c'est
Je refais la même chose en ce moment avec les étudiants aussi de Dauphine pour essayer de montrer que même dans des magazines qui sont sérieux comme 60 millions de consommateurs, qui publient leur classement, soi-disant transparent, on trouve toujours des choses un peu bizarres. D'accord. OK, je vais m'arrêter là et merci pour votre écoute. Alors, on va passer aux questions, s'il y en a. Finalement, les 2 ou 3 magazines qui ont abandonné, contrairement au Point, ils ont abandonné parce qu'il y avait le ministère de la Santé, une autorité gouvernementale qui a mis son grain de sel, a mis son nez et a publié un outil, c'est pas un classement, hein, c'est un outil qui permet de faire, entre guillemets, son propre avis. Ils ont jeté l'éponge. C'est pas pour des raisons parce qu'ils en raffolaient plus, les Français, de ce genre de classement. Alors, c'est ma conviction, c'est dans ce sens-là. Je pense que les classements, on les lit toujours. J'en parlais encore avec un médecin du CHU de Rouen qui me disait, le lendemain de la publication du classement de Le Point jusqu'en ce moment, le standard du CHU est inondé. Parce que souvent, le CHU de Rouen, il est connu pour les prothèses de hanche. Parce qu'ils font bien des prothèses. Donc, du coup, à chaque fois, le lendemain, le standard est inondé d'appels pour des rendez-vous. Donc, même si on interdisait, je pense qu'il faut les laisser diffuser. Il faut les laisser diffuser. Mais simplement dire aux gens qui les lisent, un peu comme nous ici aussi, de temps en temps, de faire juste attention. De prendre un peu de recul aussi en lisant. C'est un peu comme quand on cherche les hôtels sur Internet, etc., voilà, il faut savoir lire en prenant du recul, tout simplement. On ne pourra pas les interdire, à mon avis. Mais aussi, le danger, c'est que nous, surtout, de les utiliser pour des politiques publiques. Alors là, ça devient une catastrophe. Parce que nous, on leur donne une crédibilité dans ce sens-là. Et ça, c'est pas bien. On peut laisser lire, les gens lisent les informations, les journaux, les gens publient, tout le monde lit n'importe quoi, ou à peu près n'importe quoi, mais chacun se fait sa propre idée. Mais c'est surtout quand, par exemple, des chercheurs, etc., les utilisent aussi pour appuyer des choses, des résultats, etc. Alors là, ça devient un peu problématique, parce qu'on donne à ce moment-là de la crédibilité aussi à ce genre de choses. Et les journalistes vous ont pas dit des histoires de... les directeurs d'hôpitaux et de cliniques essayent un peu d'introduire un biais en leur faveur auprès des journalistes qui ont leurs paramètres. Alors, les journalistes, eux ils m'ont assuré qu'ils ne dialoguent avec personne. Bon. Alors, parce que ce qui se passe, c'est ils vont les publier au mois d'août. Donc, en début d'année, à partir de janvier, ils vont envoyer des questionnaires à tous les hôpitaux. Donc, ils ne vont même pas attendre le remplissage des informations par les hôpitaux dans PMS, dans les bases de données. Donc, eux, ils ont leur propre questionnaire à eux, les gens du Point. Donc, ils vont l'envoyer à tous les hôpitaux de France. Et c'est ce questionnaire-là, ils auront un retour peut-être vers le mois de mai, en ce moment, qu'ils vont commencer à traiter. Ils vont commencer à traiter les résultats du questionnaire pour faire leur propre classement à eux, entre guillemets, indépendant de tout le monde. Donc, c'est vrai, par exemple, qu'ils ne veulent pas travailler. J'ai demandé à collaborer avec eux, ils ne veulent pas. Ils m'ont dit qu'ils n'ont pas envie. Et ils ont toujours fonctionné comme ça. Vincent m'avait dit que c'est parce qu'au début, quand ils ont commencé à produire les classements dans les années 2000, ils se sont fait injurieux, taper dessus, etc. Ils ont décidé donc de ne fonctionner qu'à deux, indépendamment de tout le monde. Donc, c'est leur manière d'assurer un peu une indépendance. Sauf qu'il faut que ce soit aussi transparent. Moi, je critique surtout parce que ce n'est pas transparent. Et donc, quand ce n'est pas transparent, finalement, ils ont beau publier un ranking, un classement, on peut le retourner comme on veut. Excusez-moi, est-ce que je peux... Du coup, je suis
Bonjour, je suis intrigué par votre remarque sur le fait qu'il constitue un questionnaire à part, alors que initialement on a quand même les données qui sont remontées depuis les années 90 dans le programme de médicalisation des systèmes d'information, où même si on a un delta le temps que les données de l'année N-1 remontent, en août ils les ont pour 95% de l'activité. Donc est-ce que vous avez des infos sur les variables demandées dans leur questionnaire pour constituer ce classement? Malheureusement, j'ai pas d'infos. Les seules infos que j'ai, c'est ce qu'ils publient eux-mêmes. Donc ils demanderaient l'activité, la DMS, directement au établissement, alors même que des remontées automatiques sont générées pour éviter des biais potentiels. C'est ça qui est étonnant. Dans le PMSI, ces infos existent. Oui, je sais. Oui, je pense qu'ils demandent, après ils vont comparer. D'accord. Je pense qu'ils ont accès aux bases PMM. Ce sont eux qui m'ont dit, par exemple, qu'on pouvait avoir accès à Dauphine, à la base PMM6. Mais ils peuvent comparer. Et par exemple, ils ont une méthode radicale. S'ils envoient un questionnaire et que l'hôpital ne répond pas, par exemple, l'hôpital n'est pas classé chez eux. Ouais, c'est un peu dans ce sens aussi là leur questionnaire fait aussi fort. Ça oblige aussi l'hôpital à participer à leur ranking. Merci. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez finalement des classements, quand vous avez parlé de Booking.com et les autres, finalement, ce sont des classements qui se font grâce au forum. Finalement, chaque personne donne son avis et les classements sont faits comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ces classements-là? Alors, à titre personnel, tout classement, il y aura des biais. Le classement parfait, il ne faut pas rêver, ça n'existe pas. Alors maintenant, dépendamment de toute façon, les bookings, etc., ils ne vous diront jamais comment ils ont fait le classement. Parfois, ils le cachent comme un algorithme secret de fabrication, etc. Alors, moi, je suis souvent... Tout ce que je dis, c'est... lorsque vous les voyez, les classements, ça peut être une information qui peut vous être utile, de voir est-ce que les gens y vont ou pas, des choses comme ça. Mais d'essayer de dire que c'est la recommandation la plus parfaite. En gros, c'est ça, c'est des systèmes de recommandation. Il faut vraiment s'en méfier. Vraiment s'en méfier. Surtout lorsqu'on veut faire des politiques publiques derrière. Donc ça, il faut surtout s'en méfier. Alors, ça peut être un truc ponctuel. Je vais aller en conférence, je ne sais vraiment pas où je vais descendre dans un hôtel. Donc, je commence à regarder. Alors, mon attitude, souvent, c'est de regarder pour voir les noms des hôtels et ensuite aller sur le site des hôtels, par exemple, pour faire ma propre réservation. Pareil pour les compagnies aériennes. Et souvent, vous trouvez même des meilleurs prix que ce qui est proposé dans ces trucs-là. Donc, c'est une information que j'utilise, mais surtout pour avoir les noms des hôtels ou bien le porto, c'est tout. Mais pas... En tout cas, les classements, un classement... Quoi qu'il arrive, vous allez introduire une subjectivité. Que ce soit dans le choix des poids, etc., vous allez forcément introduire quelque chose de vous que vous voulez faire. Et donc, par définition, si vous introduisez quelque chose, moi, je pense qu'il faut le dire aux gens qui vous lisent, ou alors qui ont pris l'information. Dites-leur que ce n'est pas tout à fait anodin. Vous avez quand même un peu manipulé, un peu comme j'ai fait en m'amusant sur mon ordinateur à faire retourner le premier, deuxième, etc. Il faut dire aux gens. Dites à un hôpital qui est classé dernier que ce n'est pas la fin du monde. Hein. On peut lui produire un autre classement, il est premier. D'accord? Et comme ça, il va aussi afficher. D'accord. Pour info, des études, je parle pour les françaises, parce que vous avez parlé de SCOP, oui. Aux États-Unis, où il y a beaucoup de classements, ça existe. Les études montrent que les patients sont quand même sensibles à ces données-là. Et vraiment, économétriquement, on voit qu'il se passe des choses quand on contrôle par notamment Scope Santé. Il y a une doctorante qui travaille là-dessus, au LIRAES, peu importe. Pas pour faire de la pub, mais du coup là, ça réagit. Alors moi, je suis moins gêné par effectivement des choses de type parler de subjectivité qui est introduite dans ces classements. Quand on est sur quelque chose type la fourchette où c'est le consommateur, alors là, on a une moyenne des subjectivités, donc quand même quelque chose qui se dégage en tendance parce que les pondérations sont les mêmes. Ce qui est gênant, c'est quand les journalistes comme là du Point font une petite tambouille, on ne sait pas ce qui est fait. Donc les pondérations sont faites selon des choses assez
subjectives. Donc, il me semble qu'on voit que les classements génèrent un intérêt pour le public et on peut le comprendre puisque, comme tu le dis toi-même, dans un certain nombre de cas, c'est utile. Est-ce que, donc ça veut dire, si on veut suivre ton conseil à la lettre et ne pas faire du tout de classement, il me semble qu'on va se retrouver avec un vide. Peut-être, mais ce que tu entends par classement, quand tu dis ça, c'est un classement dans le sens du point, c'est-à-dire avec des notes, avec 2 décimales. Est-ce que le problème, c'est pas que les notes données sont trop précises, que ça n'a pas beaucoup de sens de faire des différences entre le premier et le deuxième? Est-ce qu'on pourrait trouver une façon de se rapprocher, de mettre en œuvre, disons, la précaution qui était proposée par l'observateur quand il dit attention, il n'y a pas vraiment de différence entre le premier et le 10e, ou entre le 11e et le 30e. Bon, c'est marrant parce qu'ils vont assez loin quand même. Mais ça veut dire peut-être qu'ils veulent quand même suggérer qu'il y a une différence entre le premier et le 50e. Et peut-être que c'est quand même une information utile qu'on pourrait donner au public et qui requiert moins qui serait moins sensible aux manipulations aux transformations légères de poids ou de recodage. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse aussi? Oui. Est-ce que c'est une direction qui te semble sensée? C'est une direction que moi, je pense... personnellement, je pense qu'il faut pas faire de classement au sens ranking avec des notes, mais il faut plutôt faire un sens de classification, tout simplement. Et c'est ce que j'avais essayé de faire avec mon thésard à l'époque, de montrer que quand vous prenez les classements de ranking, en fait, on peut commencer à voir... si on veut expliquer les classements ranking produits par le point, par exemple, ou l'espace, etc., on peut voir qu'en fait, il suffit de couper à un moment donné, vous retrouvez 2 classes, tout simplement. Voilà, 2 classes, en gros, les très bons et les bons. Ça suffit. Pour moi, une information comme ça, elle sera moins... on va pas beaucoup... Enfin, il y aura une information, mais elle aura moins de biais que de vouloir absolument recorder les choses, de faire une somme. Donc, je te rejoins tout à fait. Je pense qu'il faut arrêter de faire les sommes à tout va. Et il faut plutôt penser à l'ordre ordinal, tout simplement. Parce que finalement, ce qu'on a, ce sont des informations un peu ordinales qu'on a, et donc autant mieux les traiter telles quelles, tout simplement, pour y arriver. Et ça, on sait qu'au ça, on sait faire. On sait faire, puisque les méthodes de ce type-là sont nées ici à Dauphine. On sait faire. Mais malheureusement, ce n'est pas populaire partout. De 2 classes, les très bons et les bons, c'est intéressant soit pour le lecteur, soit pour le gouvernement qui veut prendre des décisions, qui financer. Ou, nous aussi, on est classé par les H-index et tout ça. Donc, en fait, je veux dire, je partage ton avis, mais je pense qu'en fait, c'est besoin de donner des notes et des valeurs, c'est juste parce qu'en fait, à la place d'aller chercher l'information nous-mêmes, c'est plus facile si quelqu'un nous dit ça c'est très bon, et ça, et la différence entre le premier et le 30e, pour moi, c'est le 30e, c'est nul. Alors que si tu me dis ça c'est très bon et l'autre c'est bon, et donc si je suis, par exemple, si je dois décider qui va recevoir de l'argent, je dis ok, comment je vais décider? Je n'ai pas assez d'informations. Donc passer par la quantification, donner un numéro, ça permet de prendre des décisions, peu importe si ce ne sont pas des bonnes décisions. Je suis tout à fait d'accord avec toi, en ce sens que, de toute façon, quoi qu'on dise à peu près les bonnes pratiques à faire, ça dépend à qui on s'adresse aussi. Si je m'adresse au grand public, les journalistes du Point me l'ont bien expliqué. Ils savent très bien qu'il n'y a pas de différence, mais pour eux, les lecteurs, ils doivent voir une différence. Absolument, sinon le papier ne se vend pas, clairement. Donc voilà, il faut absolument... Un peu comme aussi... je ne critique pas trop le Point, je me mets, même nous enseignants, quand on corrige les copies, les jurys, etc., il faut les notes. Il faut les notes. Et les étudiants sont là, ils attendent des notes, etc.
C'est quoi la différence entre le 15,1, le premier, et le 15,3? Pour moi, les deux étudiants sont bons. Ouais, on peut aussi se critiquer nous-mêmes. On est vraiment dans une fièvre d'évaluation à la nôtre, quoi. Et ça, c'est terrible. Mais, en tant que nous, chercheurs, etc., c'est aussi à nous de propager la bonne nouvelle en disant, voilà, il ne faut pas que les gens, si quelqu'un est classé dernier, c'est pas un peu comme on dit souvent à nos enfants, si tu as raté, tu as eu une mauvaise note, c'est pas la fin du monde. Voilà, c'est pas une note parfois qui dit ce que tu as, que c'est ta valeur. On peut la retrouver ailleurs. Ouais. Et souvent, il faut essayer d'amener souvent cette nuance-là auprès du grand public. Et je pense que c'est aussi notre message aussi, à travers nos algorithmes. Et parfois, les gens font des classements avec des algorithmes en disant « Ah non, c'est pas la peine, ne monte pas parce que c'est compliqué, etc. » Alors que c'est peut-être pas si compliqué que ça à comprendre. Mais juste que... Voilà. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de continuer autour d'un café. Merci. Merci.